Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de la Rédaction. Voici les trois principaux titres de l'actualité de ce jeudi. En République de Centrafrique, à l'occasion de la fête nationale, le président Faustin Archange Touadéra a fait une promesse à ses concitoyens, réformer le pays de fond en comble. Les détails de cette annonce dans un instant. Dans la lutte contre le sida en Afrique, nous nous intéresserons au phénomène de stigmatisation des personnes touchées par la maladie. Isolement, jugement, agression verbale et physique, les attitudes blessantes à l'égard des personnes vivant avec le VIH n'ont pas vraiment changé depuis les années 80. En cause, cette idée reçue que le VIH et le sida riment avec des comportements sexuels immoraux. Enfin, mondial au Qatar, la Tunisie a raté de peu sa qualification. Une déception bien sûr pour l'équipe et ses supporters, malgré la victoire de prestige hier face à la France. Aujourd'hui, c'est le jour de l'anniversaire et la célébration de la fête de l'indépendance en Centrafrique. À cette occasion, le président a promis de continuer les réformes pour améliorer la qualité de vie de la population. Plus d'explications sur ces réformes en cours avec Emeric Towenian. Des chants et pas de danse dans cette église à Bangui, signe d'action de grâce pour le 64e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine qui se célèbre chaque 1er décembre. Pour l'occasion, comme à son habitude, le chef de l'État Faustin Archange Touadéra, 2 jours avant les festivités nationales, a dépêché des délégations ministérielles à travers tout le pays pour prier en faveur de la paix en Centrafrique. Ici, dans cette église de la capitale, c'est le ministre Ghislain Serge Diori qui a conduit la délégation. Vous savez qu'en prélude des grandes fêtes nationales dans notre pays, le chef de l'État instruit le Premier ministre pour pouvoir faire des délégations pour aller prier dans toutes les églises, dans toutes les confessions religieuses dans notre pays. Nous devons servir d'exemple dans notre nation. Nous devons être porteurs de bons messages et nous devons amener la paix. Et c'est dans ces circonstances que le chef de l'État veut qu'on aille, puisque le chef de l'État il a toujours prôné la paix et sans la paix il ne va pas y avoir le développement. La célébration de cette fête nationale intervient dans un contexte de paix menacé dans le pays. En témoigne l'attaque à l'explosif des installations de l'usine de coton de la ville de Bossangoa et du camp militaire de l'armée centrafricaine situé dans la même localité, la nuit du dimanche à lundi. Dans son discours à la nation mercredi, le chef de l'État Faustin Archange Touadéra a dénoncé cette attaque qu'il qualifie de lâche et d'ignoble. Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2022, une attaque terroriste, lâche et ignoble, a été perpétrée contre la population civile à Bossangoa. Elle visait aussi les intérêts économiques de notre pays, notamment par le bombardement de l'usine d'égrenage de coton et a privé le tiers de la population centrafricaine vivant des revenus générés par cette principale culture de rente et même l'état d'importantes recettes domestiques. À l'occasion de son discours, le chef de l'État centrafricain a appelé ses compatriotes à la sérénité et promet de poursuivre les réformes entamées par son gouvernement pour une RCA prospère où il fait bon vivre pour chaque citoyen. Le 64e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine, célébré ce jeudi, sera marqué par une cérémonie solennelle accompagnée d'un défilé militaire. Plus de 40 ans après le début de l'épidémie de sida, les personnes vivant avec la maladie en Afrique font face à une stigmatisation encore bien présente, malgré le travail des associations pour leur venir en aide. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, ce jeudi, tour d'horizon des réflexions sur la discrimination, une discrimination qui est devenue un frein à la riposte au VIH. Soukaina Skali. 38 millions, c'est le nombre de personnes encore touchées par le virus du VIH dans le monde. Parmi eux, 70% vivent sur le continent africain. Dans un rapport publié mardi par les Nations Unies, l'organisation alerte sur une progression du nombre de cas dans le monde. Pour mettre fin au sida, nous devons mettre fin aux inégalités qui entravent les progrès. Or, nous risquons des millions de nouvelles infections et des millions de décès supplémentaires. C'est pourquoi, en cette journée mondiale de lutte contre le sida, nous lançons d'une même voix un appel « Poussons pour l'égalité ». Éradiquer la maladie d'ici à 2030, une promesse avancée par ONU-SIDA. Malgré les campagnes de sensibilisation et l'engagement politique, la barrière socio-culturelle installée dans plusieurs pays freine le dépistage. Lorsque l'on regarde en détail,
On voit que chez les 15-24 ans, 3 nouvelles infections sur 4 concernent les filles et les jeunes femmes. Les femmes et les filles ont plus de risques d'infection. C'est lié aux violences sexuelles, le plus souvent des rapports non désirés. Sur le continent, la peur de la stigmatisation plane toujours et empêche les personnes malades de se rendre dans des centres hospitaliers. Parmi les publics visés, les personnes homosexuelles. Nous devons donc nous battre contre la stigmatisation et ses lois punitives. Ce ne sera pas facile, mais on avance. Je me réjouis de voir que ces dernières années, certaines de ces lois ont été abandonnées en Afrique, au Gabon, au Botswana, en Angola. Mais certains États africains font partie des bons élèves. C'est le cas du Rwanda. ONU-SIDA a estimé en 2021 à 2400 le nombre de morts liés à la maladie dans le pays, un chiffre en baisse de 84% depuis 2004. En Afrique du Sud, une manifestation est organisée contre la libération de l'assassin de Chris Hani. Il devait être libéré dans les tout prochains jours. L'assassin de la figure de la lutte anti-apartheid a été tué en 1993 lors des délicates négociations pour les premières élections démocratiques en Afrique du Sud. Il a été poignardé en prison ce mardi. Janus Valus était détenu dans la capitale Pretoria. Reportage. Ils sont plusieurs centaines dans la capitale sud-africaine à marcher au rythme de leurs chants et danses. Leur point de chute, le centre correctionnel de Pretoria. C'est là où était détenu Janus Valus, l'homme qui a tué le militant anti-apartheid Chris Hani il y a 30 ans. Devant le bâtiment, ces manifestants protestent contre la libération conditionnelle accordée aux tueurs. La manifestation d'aujourd'hui, c'est l'Alliance qui veut s'exprimer contre la libération conditionnelle de Janus Valus. Nous pensons que Chris Hani a donné sa vie pour ce pays et que la manière dont le jugement a été rendu revient à le tuer pour la deuxième fois. La semaine dernière, la Cour constitutionnelle avait accordé une libération anticipée à Janus Valus, 69 ans, après une trentaine d'années derrière les barreaux. Condamné à mort puis à la prison à vie, cet immigré polonais, lié à l'extrême droite blanche africanaire, devait sortir de prison au plus tard jeudi. Mais à quelques heures de cette libération, maintes fois refusée par la justice, il a été poignardé dans la prison de Pretoria où il purge sa peine, a priori par un autre détenu. Mais sa liberté est toujours autant contestée par des militants venus en masse, vêtus de t-shirts noirs avec le visage imprimé de Chris Hani. Bien que nous respections la primauté du droit, nous respectons la Constitution, mais nous ne sommes pas heureux. Je pense que notre point de vue est que la loi doit pouvoir reconnaître l'idée de moralité parce que moralement, il n'est pas acceptable qu'une personne qui a failli plonger le pays dans une crise soit libérée comme ça. Donc nous ne sommes pas d'accord. La libération annoncée de l'assassin de Chris Hani, ajoutée à la vandalisation de sa tombe en début de semaine, réveille des souvenirs douloureux en Afrique du Sud. Un pays où l'assassinat de la figure de gauche avait alors exacerbé les tensions raciales et provoqué de violentes émeutes. Afrique du Sud, toujours, le président Cyril Ramaphosa est sous pression. Il est empêtré dans un scandale pouvant déboucher sur une procédure de destitution. Conclusion, c'est le branle-bas de combat au sommet de l'État ce jeudi. Une réunion d'urgence de l'ANC au pouvoir a été organisée, la conférence de presse a été annulée et les questions au Parlement sont repoussées au lendemain de la publication d'un rapport parlementaire ouvrant la voie à une procédure de destitution du président. En effet, une commission parlementaire chargée de se pencher sur la sombre affaire de cambriolage vient gêner le président en amont d'une échéance électorale cruciale sur son avenir politique. Écoutez-le. Traîner le président devant une procédure de mise en accusation est une décision énorme qui ne peut être prise sur des bases fragiles. Il doit y avoir quelque chose de tangible auquel vous pouvez accrocher avant de prendre cette décision.
Lorsque nous avons annoncé que nous allions recevoir aujourd'hui le rapport de la commission indépendante, nous avons également annoncé le 6 décembre. D'ailleurs, même là, il y a eu une consultation avec tous les partis politiques et il a été convenu que le 6, c'est-à-dire la semaine prochaine, mardi, ce rapport sera déposé devant l'Assemblée. Partons maintenant pour la Côte d'Ivoire pour le procès de l'attentat de Grand Bassam où se poursuit le procès des auteurs présumés de l'attentat du 13 mars 2016. L'attaque dans cette station balnéaire de Grand Bassam avait fait 19 morts. Les détails avec Mathieu Nicolas. Dans le box des accusés, seuls 4 prévenus sur les 18 étaient présents mercredi au tribunal criminel d'Abidjan. Les autres prévenus sont soit en fuite, soit en détention au Mali. 6 ans et demi après l'attaque qui a fait 19 morts dans la station balnéaire de Grand Bassam, le procès de l'attaque s'est donc ouvert en présence des rescapés et des familles de victimes. Au premier jour de l'audience, les avocats de la défense ont rappelé que leurs clients jouissaient de la présomption d'innocence. Ils sont en détention depuis 2016. Nous sommes en 2022. Ça fait combien d'années? Faites un peu le calcul. Dans ces conditions-là, le délai de la détention préventive a largement expiré. Mais le fait de les poursuivre ne veut pas dire que ces personnes-là sont déjà condamnées. Assassinat, tentative d'assassinat, acte de terrorisme, recel de malfaiteurs, coups et blessures volontaires par arme à feu, détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre. Les chefs d'accusation sont nombreux. Parmi les accusés, Mohamed Sissé, le premier à être auditionné, a plaidé non coupable. Dans la foule, les proches des prévenus, eux aussi, plaident la relaxe. Je viens de les soutenir, soit qu'il n'a les libérer. Il a fait aussi 6 ans. Il est là, il est innocent, des pieds aux têtes, partout. Demain, il n'a qu'à les libérer à cause de Dieu. L'audience reprend ce jeudi avec l'interrogatoire des 3 autres prévenus. Près de 16 témoins seront ensuite appelés à déposer au cours de ce procès qui devrait durer 3 semaines. Les tensions entre les deux pays n'en finissent pas. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a accusé le président de la RDC, Félix Tshisekedi, d'utiliser la crise dans l'est de son pays pour retarder les élections présidentielles. Les combats dans l'est de la RDC entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 ont exacerbé les tensions avec le Rwanda voisin que la RDC accuse d'encourager la milice. Kigali, de son côté, nie toute implication. Les pourparlers entre les deux pays en Angola la semaine dernière ont abouti à un cessez-le-feu qui semble tenir depuis plusieurs jours. Au Burkina Faso, vous allez découvrir une nouvelle tablette numérique qui peut être utilisée sans connexion Internet. Alors que les tablettes traditionnelles ne vous permettent que d'accéder à Internet avec une connexion Wi-Fi ou une carte SIM 4G, cette nouvelle tablette est capable de s'affranchir de ces limitations pour vous offrir une connexion où vous le souhaitez. Reportage de nos correspondants locaux sur place. Qu'il rentre dans la journée, il a les leçons. Destiné à améliorer le système éducatif africain et utilisant les outils technologiques du XXIe siècle, la solution mobile Kamalfa est une tablette éducative africaine pour booster l'éducation. Ce logiciel éducatif innovant contient plus de 8300 éléments d'éducation. Dans la solution de Kamalfa, il n'y a pas d'Internet. Ce sont des contenus d'apprentissage qui sont déconnectés de l'Internet. Alors que dans la borne du numérique, vous dupliquez les capacités. Là où ne peut arriver un professeur, le contenu est là. Darul Al-Irshad, ce complexe scolaire privé 6 à Ouagadougou, expérimente la solution Kamalfa depuis 3 ans. On est à notre 3e année. Donc il faut noter qu'à notre première année, on a commencé avec 3 classes. Et pour cette année, notre première promotion, ils sont à la classe de CE1, CE2 et CM1. J'apprends mes leçons grâce au Kamalfa. J'espère que c'est le Kamalfa qui est plus meilleur. Tout simplement, l'école Darul a choisi d'utiliser la version Windows. Donc les ordinateurs de bureau avec le système d'exploitation Windows arrivent aussi à recevoir la solution Kamalfa. Mais une école qui veut s'en servir avec des tablettes peut utiliser la version Android.
Donc les deux versions fonctionnent. Nous aurons aussi la possibilité de l'utiliser à partir des bornes web. Alors toutes les bornes sont exploitables avec la solution Camalfa. Donc allons dans le digital pour sauver l'école d'Afrique. Joseph Sanogo, père de 3 enfants, a lui aussi payé la tablette Camalfa pour sa Benjamin. Notre dernier enfant, qui est venu au monde avec un handicap qui est la trisomie 21, c'est un enfant qui est très accro aux images, qui apprend par le visuel. Et je me suis dit, ayant toute cette solution de l'éducation sur une tablette, voilà quelque chose qui pourrait être la solution pour notre fille. Et c'est ainsi que j'ai tout de suite demandé que j'avais besoin de cette tablette. Et les jours qui ont suivi, la tablette m'a effectivement été livrée. Ça fait la 3e année que nous utilisons cette tablette. Et je me rends compte de la nette différence au niveau pédagogique, au niveau éducation de notre enfant. À en croire le président coordonnateur de la solution mobile Camalfa, cette tablette prend en charge tous les programmes jusqu'à la 6e année de l'école primaire et est en phase avec le programme de l'éducation nationale. Elle a une durée de vie de 10 ans et coûte entre 35 000 et 150 000 francs CFA selon les dimensions. Il est prévu de le déployer en plusieurs langues africaines après une expérimentation réussie en Dioula. Place maintenant au reste de l'actualité internationale, commentée aujourd'hui par Lorraine Mabou et Noël Ndong. Pour la première fois depuis 2 ans, le port de Mocimboa d'Apraia a accueilli son premier navire commercial depuis l'occupation djihadiste, signe d'un retour progressif à la normale pour cette province riche en gaz du Cabo Delgado, en proie depuis 5 ans à une insurrection djihadiste. Un premier navire commercial a pu accoster dans ce port qui dessert un projet gazier de plusieurs milliards de dollars en cours de développement. Mais la région est loin d'être sécurisée. 1 million de déplacés internes sont encore dans la région et l'insurrection djihadiste s'est disséminée jusque dans les provinces voisines. L'opposant suspect numéro 1 et ex-président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe, Delfim Neves, accusé par le Premier ministre Patrice Trovoada d'avoir commandité une tentative de coup d'État vendredi, a annoncé mercredi ce qu'il a appelé un simulacre, un montage visant à l'élimination physique de personnes pouvant être gênantes politiquement dont il ferait partie. Delfim Neves avait été arrêté vendredi après avoir été dénoncé comme le commanditaire d'une tentative de coup d'État par 4 hommes capturés après 6 heures d'échange de tirs au QG de l'armée, avait affirmé le Premier ministre. Il a été remis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire mardi, mais de nombreuses zones d'ombre entourent les circonstances et la chronologie des événements de vendredi et des jours suivants. L'année 2022 est la plus chaude jamais mesurée en France depuis le début des relevés en 1900, a annoncé mercredi Météo France. La température annuelle moyenne en France dépassera les 14,2 degrés Celsius cette année, plaçant 2022 au premier rang des années les plus chaudes devant 2020 qui détenait le record avec 14,07 degrés. La sécheresse des sols a été longue et étendue alors que plusieurs vagues de chaleur se sont abattues sur l'Hexagone, parfois hors saison chaude, entraînant orages et feux de forêt. 33 jours de vagues de chaleur ont été dénombrés cet été du jamais vu. Les épisodes estivaux de 2022 auraient été improbables et nettement moins intenses sans l'effet du changement climatique, souligne Météo France qui prévient que cette année pourrait être considérée comme normale en 2050. Place maintenant à la page du Mondial de football 2022. L'Argentine et la Pologne sont qualifiées pour les 8e de finale à l'issue d'une folle soirée et victorieux de la Pologne 2-0. Lionel Messi et ses coéquipiers retrouveront l'Australie samedi 3 décembre en 8e de finale du Mondial. La Pologne sera opposée à la France dimanche à 16h. Voici maintenant les résultats Mexique, Arabie Saoudite. Et oui, les deux pays, le Mexique et l'Arabie Saoudite, sont éliminés. Vainqueur de son premier match contre l'Arabie Saoudite 2-1, le Mexique quitte malgré tout la compétition à cause d'une différence de but défavorable par rapport à la Pologne, qui affrontera la France en 8e de finale. Et justement, voici le tableau des 8e de finale. 8 équipes participantes s'affronteront
Entre le 3 et le 4 décembre prochain à Doha, les Bleus joueront contre la Pologne, l'Angleterre contre le Sénégal, les Pays-Bas affronteront les États-Unis et enfin l'Argentine essaiera de vaincre l'Australie samedi à 20h. Et pour l'heure, voici le programme des matchs du jour. Ce jeudi 1er décembre à 16h, Croatie, Belgique et Canada-Maroc. À 20h, le Japon jouera contre l'Espagne et le Costa Rica affrontera l'Allemagne. La Tunisie est la première nation africaine à être éliminée de ce mondial. Les supporters se réjouissent toutefois de la victoire historique des Aigles de Carthage face aux Bleus, tenant du titre 1-0. Nos équipes à Yaoundé ont suivi la rencontre à l'ambassade de Tunisie au Cameroun. Images et sons, Chimène Baleba, Pierre Parfendongo et Cyril Nguijoy. À la résidence de Tunis à Yaoundé, la mobilisation n'est pas celle des grands jours. Les supporters ont perdu espoir et sont loin d'imaginer une victoire face aux Bleus de Didier Deschamps. À la première mi-temps, les quelques supporters réunis ici sont impatients alors que les équipes se neutralisent 0 but partout. Mais l'atmosphère change après l'ouverture des scores à la deuxième mi-temps par les Aigles de Carthage. La température monte au temps additionnel. Les esprits sont en haleine. La France domine le jeu et marque contre toute attente. Un hors-jeu qui sera toutefois mis en lumière. Et finalement, la sélection tunisienne l'emporte 1-0 face aux champions en titre. À la deuxième mi-temps, il y a eu toute l'équipe rentrante avec les stars, les grands joueurs qui étaient là, quoi. Il y avait Mbappé, il y avait Rabiot, il y avait Dembélé, il y avait tous les grands joueurs de l'équipe de France qui ont joué. Donc c'est une victoire très méritée pour la Tunisie, mais malheureusement elle n'a pas été suffisante parce que de l'autre côté, l'Australie a vaincu le Danemark. C'est trop bien, elle est sortie mais elle a gagné. Elle a gagné contre la France et la championne du monde. Waouh, je peux rien dire. On a honoré notre pays et toute l'Afrique. Malgré la victoire, on n'est pas qualifié malheureusement parce qu'on a raté les occasions lors de le dernier match. C'est le football. Il faut avoir l'esprit sportif. Il faut féliciter ceux qui sont passés et tirer les leçons pour que les choses changent la prochaine fois. 5 participations en Coupe du Monde, Tunis espérait braver cette étape après son élimination en 2018. Ce challenge ne sera pas possible, mais l'équipe savoure avec joie sa victoire face à la France qui reste historique. Malgré l'élimination, les Tunisiens fêtent la victoire de leur équipe. Écoutez quelques réactions de supporters. Les joueurs ont tout donné. Ils nous ont fait honneur durant les 90 minutes. Merci à eux. C'est dommage, mais c'est le foot. Il y a des victoires et des défaites. Je voulais que mon pays passe le prochain tour, mais Dieu en a voulu autrement. Bravo à eux. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est vrai que nous ne sommes pas qualifiés, mais nous avons au moins gagné la France, même si nous ne sommes pas qualifiés. On supporte l'équipe tunisienne et nous sommes très heureux. Une équipe qui a gagné la dernière Coupe du Monde, du coup on doit être fiers. Merci mon Dieu, nous avons gagné, mais nous voulions aussi nous qualifier pour le tour suivant. Ce n'est pas une joie complète, mais on remercie. C'est la fin de ce journal. Excellente journée à toutes et à tous. Je vous retrouve dès ce soir pour de nouvelles informations.